Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour la première édition du CRM Meet and Think. Quelques points techniques pour démarrer. Vous allez avoir une section de Q&A accessible sur Zoom. Posez vos questions. Je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. On les abordera pour la plus grande majorité à la fin de la session de la présentation de Laetitia et certaines pourront être abordées aussi hors session si besoin. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à le faire savoir sur le chat. On a un support technique qui va pouvoir vous aider. Et le dernier point est que ce webinaire va être enregistré et vous recevrez à la fin de la session toutes les informations pour accéder à l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas également à revoir certaines parties ou à le partager autour de vous si le sujet vous a intéressé. Alors, next, voilà. Alors, CRM Meet and Think, aujourd'hui, c'est la première édition du coup d'un nouveau rendez-vous autour du CRM que nous organisons avec Tiny Clues. L'objectif, c'est d'organiser une fois par mois, au moment de la pause déjeuner, un rendez-vous autour du CRM qui s'articule avec le témoignage d'un intervenant du monde du CRM, suivi d'un moment de networking qui permet du coup aux professionnels du CRM de discuter entre eux. On souhaite que cet événement soit organisé en présentiel. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite aujourd'hui, c'est de se revoir. Malheureusement, cette première édition, compte tenu du contexte du mois de janvier, se doit d'être en digital, mais j'espère que le prochain, qui est prévu au mois de février, pourra avoir lieu en présentiel. Et le lieu qui a été choisi est un lieu super sympa qui est au bord de la Seine, sur une péniche en face du musée du Louvre. Donc, j'espère que le cadre arrivera à motiver tout le monde pour revenir se retrouver. Alors, sans plus attendre, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vous présente Laetitia Santini, qui est Head of Data et Digital Marketing chez Samsung France et qui va vous parler aujourd'hui de son rôle, de son métier, de son expérience aussi avec Tiny Clues. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je vous présente également Lucie Beauvais, qui est Senior Customer Success Manager chez Tiny Clues et qui travaille du coup avec Laetitia et ses équipes sur le projet de Tiny Clues. Et moi-même, Mathilde, qui gère l'équipe Customer Success chez Tiny Clues. Je vais tout de suite donner la parole à Laetitia pour enchaîner et vous parler de son expérience et de son métier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous, même si je ne vous vois pas. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Eh bien, pour démarrer, est-ce que tu pourrais présenter ton équipe et comment le CRM est organisé chez Samsung? Oui. Alors en fait, mon équipe elle est organisée sur, si on peut dire, 4 verticales. Il y a une verticale qui est dédiée aux médias, une qui est dédiée au CRM, une qui est dédiée à la data et une dernière en fait qui travaille sur tout ce qui est Customer Insight et Data Analytics. Sur la partie CRM, qui peut-être vous intéresse un peu plus que le reste, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sur la partie CRM, en fait, on est à peu près une dizaine. Quand j'ai rejoint Samsung il y a 3 ans et demi de ça, on était 2. Voilà, c'était une beaucoup plus petite équipe. Et puis petit à petit, on s'est professionnalisé comme tout le monde. Et donc, on a à peu près une 8aine de personnes qui sont des CRM managers ou des chefs de projet CRM. Et puis, on a 3 Adobe Campaign Managers et un intégrateur HTML. Voilà comment on est organisé aujourd'hui. Ok, très bien, très clair. Ensuite, on peut dire que Samsung est une marque un peu à part. Du coup, quelles sont les particularités de la marque qui impactent directement le CRM, justement? Alors, oui, je vais avancer sur la slide. Oui, effectivement, alors, on est un peu une marque à part entière et aussi dans la collaboration qu'on a avec Tiny Clues, on est une marque à part entière. Alors, je vais m'expliquer. En fait, c'est vrai que Tiny Clues, en fait, jusqu'ici, avait surtout collaboré finalement avec des retailers et on était le premier non-retailer à tenter notre chance et notre expérience avec vous. Donc, on se posait forcément des questions sur la propension finalement de l'algorithme Tiny Clues à pouvoir correctement, je dirais, faire son ouvrage, pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le voir sur la slide,
Nous, on a en fait des cycles de vie produits qui sont relativement longs. Donc, sur les smartphones, c'est tous les 3 ans. Sur la partie brun, donc comprendre les télés, c'est des c'est des cycles de réachat tous les 5 ans. Et puis, sur la partie blanc, donc l'électroménager, c'est tous les 9 ans. Donc, avec des cycles de réachat aussi longs, on se posait la question de est-ce que l'algorithme va être prompt finalement à pouvoir avoir suffisamment de data. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, pardon, on n'a pas l'exhaustivité finalement de la vue de nos ventes. Parce qu'on n'est pas un retailer, on n'a pas cette chance d'avoir les données de caisse comme peuvent l'avoir d'autres. Et donc, effectivement, nous, on a les données lorsque les gens utilisent finalement des promos, donc lorsqu'ils remplissent des ODR, des offres de remboursement, et puis lorsqu'ils achètent directement sur notre Samsung.com, donc sur notre e-shop. Et enfin, le dernier point, c'est que on arrive à remonter les datas parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez en fait un device Samsung, donc en particulier un smartphone, vous êtes finalement obligé, presque, si je puis dire, de remplir ce qu'on appelle un Samsung Account. Donc finalement, lorsque vous activez un nouveau téléphone, on peut aussi avoir cette traçabilité. Donc ça fait que, mine de rien, même si on n'a pas l'exhaustivité de nos datas, on a quand même une belle visibilité. Bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, quand on repart de ce panorama global, on se posait la question de, encore une fois, est-ce qu'on alimente suffisamment l'algorithme TinyClues pour pouvoir correctement travailler et nous sortir des scores performants. On peut donc dire que vous aviez des besoins un peu particuliers. Oui. Et du coup, quels sont ceux qu'il a fallu adresser au début de la relation? Alors, au début de la relation, en fait, alors je pense que tout le monde fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire que nous, on a fonctionné en mode test and learn, parce que, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme on n'était pas fondamentalement sûr de la façon dont l'algorithme allait performer, on s'est dit qu'on allait mener un test avec vous. Et effectivement, nous, notre besoin, évidemment, c'était d'identifier à chaque lancement de flagship, pour répondre à ta question, les segments évidemment les plus appétants à l'achat d'un nouveau Galaxy S, d'un nouveau Galaxy A et ainsi de suite. Et idem sur les télés et puis sur le blanc. Du coup, on a fait un POC avec vous pendant 5 mois. Donc, on a fait ça en 2019, il y a 2 ans. On l'a fait sur 5 campagnes. Alors, 5 campagnes qui étaient ciblées plus particulièrement sur les smartphones, parce que c'est là-dessus qu'on fait le gros de notre activité. Et du coup, on a tout simplement regardé finalement entre la segmentation interne qu'on pouvait avoir et la segmentation TinyClues, quel était l'uplift que pouvait nous apporter TinyClues. Donc, on a regardé ce qu'on pourrait appeler les extra conversions, donc celles que TinyClues nous a amenées. Et comme vous pouvez le voir sur la slide, sur l'ensemble des KPI CRM, on a constaté un uplift très intéressant. Donc, fois 1,7 sur le taux d'ouverture, fois 1,2 sur le click rate. Et puis, rétrospectivement, on a pu regarder que TinyClues avait identifié 72% des conversions qui ont réellement eu lieu. Et surtout, le plus important, que TinyClues nous a apporté 30% de conversion incrémentale, qui était donc due à ce que nous, on appelle des extra TinyClues, à savoir des gens qui ont été ciblés et qui ne l'auraient pas été si on n'avait pas utilisé l'algorithme. Très bien. Et donc, après cette période de test, l'objectif était plus d'industrialiser la solution. Oui, alors effectivement, j'appuie. Effectivement, on s'est dit que comme ça fonctionnait plutôt très bien, on allait industrialiser donc sur 2020. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors vous pouvez voir ici, en fait finalement le retour sur les 2 dernières années, pardon. Comme vous pouvez le voir, finalement, au fil du temps, évidemment, on a de plus en plus utilisé TinyClues pour pouvoir adresser nos campagnes. C'est vrai que c'est un outil qui est relativement agile, donc forcément, vu la volumétrie qui a mécaniquement augmenté au fil des années,
et a fortiori en 2020, parce qu'avec le confinement, on a envoyé beaucoup de campagnes d'email. Pour le coup, TinyClues aujourd'hui est utilisé par les CRM managers et par les chefs de projet dans plus de 2/3 des campagnes CRM qu'on envoie. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, donc un outil finalement très agile pour nous et qui nous facilite pas mal la vie avec cette augmentation mécanique de la volumétrie des campagnes. Et puis le deuxième point, c'est qu'en fait, on a regardé aussi au fil du temps si TinyClues pouvait nous permettre d'identifier finalement les conversions avec toujours autant de succès qu'au préalable. Et on s'est aperçu que effectivement, ça tenait toujours la route parce que malgré la volumétrie et puis malgré finalement le fait qu'on apprenne nous aussi et on enrichisse notre segmentation interne, eh ben, on se rend compte que TinyClues a encore cette propension à réussir à prédire 2/3 finalement des conversions effectivement réalisées. Voilà, donc on est plutôt ravis de cette phase d'industrialisation. J'imagine aussi que vous avez calculé la profitabilité de la solution, notamment. Oui, alors, hop, un petit coup d'avance. Oui, effectivement, au-delà de tout ce qu'on peut mesurer, on regarde à quel point TinyClues est aussi profitable pour nous. Comme je vous le disais en introduction, en fait, on n'a donc pas la vision exhaustive de nos ventes. Cependant, si on regarde uniquement finalement le retour sur investissement de TinyClues sur la partie e-shop, donc sur le Samsung.com, on s'aperçoit que au fil du temps, finalement, c'est toujours très rentable pour nous parce que vous voyez des ROI à plus de 20, donc à 25,5 sur 2020 et puis à 26 sur 2021. Donc effectivement, voilà, TinyClues est pour nous un outil intéressant parce que aussi très rentable. Et puis peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, mais effectivement, on n'a plus uniquement appliqué TinyClues au CRM, mais on s'est aussi servi de nos scores en médias. C'est ce qui a fait que sur l'année 2021, on a pu encore finalement augmenter la renta. Oui, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais du coup, je reviens sur un élément qui est fait sur la slide suivante où tu marquais qu'en 2019, vous étiez à 124 emails par an. 124 millions. Ah, ok. Enfin, 124 campagnes, mais on était effectivement en dessous de la centaine de millions d'emails. Pour aujourd'hui être à 300 campagnes par an. Ouais. Donc, j'imagine que ça a eu un impact assez important sur la base. Oui, effectivement, 300 campagnes par an, c'est beaucoup. L'équipe travaille de façon assez intense. Et c'est vrai qu'on s'est posé une question, je pense que d'autres se posent peut-être qui nous regardent, c'est est-ce que l'algorithme a tendance finalement à tout le temps recibler les mêmes personnes? C'est vrai que notre crainte, c'était aussi avec cette volumétrie de campagne, qu'on revienne systématiquement sur les mêmes protagonistes. Et en fait, du coup, on a fait un petit bilan sur 2021 et comme vous pouvez le voir, on s'est aperçu que finalement, TinyClues nous avait permis de cibler l'entièreté de notre base de données. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous voyez le chiffre de 110% de la base parce qu'à un moment donné, entre les entrées et les sorties, c'est mécaniquement assez logique. Et en fait, notre base de données, en l'occurrence, se compose de 13 millions d'opt-in. Donc, voilà, on a réussi finalement avec TinyClues à adresser chacun dans la base. Et le deuxième point, vous pouvez le voir sur le graphe, c'est qu'on a regardé aussi combien d'emails recevaient finalement ceux qui avaient la pression la plus forte. Enfin, combien d'emails, quel pourcent, recevaient ceux qui avaient la pression la plus forte. Et on s'aperçoit en l'occurrence qu'il s'agit des 8% de personnes. Donc du coup, on est assez détendu, si je puis dire, du fait que finalement, seuls 8% de la base reçoit plus de 2 emails par semaine, ce qui sous-tend en tout cas que finalement la pression est assez
correctement répartis. Et le deuxième point, c'est qu'on a regardé en fait quel était le chiffre d'affaires qui était dégagé par ces protagonistes, et on s'aperçoit que 20% de ceux qui sont donc les plus pressurisés, donc les deux derniers éléments sur l'histogramme, finalement génèrent 70% du revenu. Donc, on se dit que ils ont cette propension finalement à pouvoir transformer derrière et à recevoir une pression commerciale qui est plus élevée que les autres. Mais donc, ça fonctionne. La bonne vieille règle des 20-80, on n'en est pas très loin en fait. Et pour revenir encore sur l'augmentation du nombre de campagnes, j'imagine qu'il y a eu des questions en termes de productivité de l'équipe aussi. Alors, oui, il y a eu des éléments sur la productivité de l'équipe. Hop, j'appuie sur la slide suivante, pardon. En fait, je l'expliquais en introduction. Ah, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'expliquais en introduction, en fait, on a commencé, il y avait effectivement une seule personne au CRM. Aujourd'hui, vu la volumétrie de campagne et d'emails, on est donc une dizaine, je l'ai expliqué. Et c'est vrai que il y a une agilité que nous permet l'outil qui est vraiment intéressante. Donc, pour les équipes aujourd'hui, en 1 heure de temps, on a un time to market. Alors, évidemment, nous, il nous faut un petit peu plus de temps pour faire les contenus, pour les valider d'un point de vue légal, etc. Mais en gros, effectivement, au niveau du ciblage, on est très agile et très rapide. Vous le voyez, en fait, on est passé à 165 millions d'emails, en tout cas adressés par les campagnes Tiny Clues, ce qui fait x8 par rapport à 2019. Et aujourd'hui, on tourne à peu près à une dizaine de campagnes par semaine. En tout cas, c'était le cas en moyenne sur le second semestre de l'année dernière. Donc, l'outil nous permet ça, ce qui est plutôt très positif. Et puis, le deuxième point, c'est que l'outil nous permet aussi, puisqu'on a plusieurs campagnes par semaine, je dirais, de faire les bons arbitrages pour mettre en fait les bonnes personnes dans les bonnes campagnes. Quand on a effectivement une dizaine de campagnes en moyenne par semaine, on a ce système que l'outil nous facilite la vie, si je puis dire, pour attribuer les bonnes audiences aux campagnes sur lesquelles finalement leur appétence est la plus forte. Voilà. Et donc, tu le mentionnais tout à l'heure, vous êtes passé de... Pardon, excuse-moi, je te coupe, et j'ai oublié un élément important à dire, mais tout en respectant effectivement des règles de pression commerciale, puisque c'est vrai qu'on peut rentrer ces éléments-là dans l'outil, et donc du coup, il y a effectivement un triptyque avec la partie, je dirais, fatigue de nos audiences. Très bien. Je reprends ma question, du coup, c'était plus sur... Donc, vous êtes passé de 2 à 10 au sein de l'équipe. Oui. Et ma question était plus sur les profils que tu avais recherchés du coup, pour constituer cette équipe. Comment ça s'était passé? Alors, les profils, pour le coup, c'est des gens qui sont issus du CRM, canal historique, si je puis dire. Donc là-dessus, pas de surprise particulière. Alors, l'équipe, elle se divise quand même avec une petite partie loyalty, donc qui gère la partie FIDE, et puis une autre partie qui est plus sur les campagnes CRM au sens premier du terme. Maintenant, je le disais en intro, l'avantage en fait de notre organisation, c'est qu'il y a une équipe data qui est composée de data engineers et puis aussi de lead tech Adobe, avec lesquels l'équipe CRM travaille directement. Et ce qui est assez génial, c'est que je ne suis pas obligée de passer par une DSI et essayer de demander à mettre mes développements sur le dessus de la pile. Pour le coup, en fait, l'équipe data et l'équipe CRM travaillent quotidiennement directement ensemble.
Et donc, du coup, ça aussi, ça nous permet une agilité assez forte. Dès qu'on a besoin d'un dev, finalement, voilà, les équipes métiers sont très directement, enfin, interagissent très directement avec cette équipe data. Et je voudrais aussi en profiter pour valoriser mon équipe Customer Insight et Data Analytics, parce que ces équipes-là, effectivement, créent des profilings clients, tout simplement à partir des études qu'on peut avoir, mais aussi à partir du profiling qu'on peut faire de nos clients issus de la base de données. Et du coup, ça nous donne, je dirais, des profils assez complets finalement entre le constaté et le déclaratif de nos clients. Donc ça aussi, ça nous aide énormément pour le ciblage. Donc pour répondre à ta question, je n'ai pas des profils particuliers sur la partie CRM, mais néanmoins, j'ai une organisation très agile qui fait que pour le coup, que ce soit sur les insights conso au niveau du ciblage ou que ce soit sur les développements techniques, finalement, l'équipe CRM est extrêmement bien entourée et, voilà, et ces 3 équipes interagissent beaucoup ensemble. Et pour encore parler de l'équipe, justement, depuis l'introduction, tu nous as un petit peu parlé du fait que le média fait aussi partie de ton scope. Et je vois que la slide est déjà Oui. là. Oui. Donc, si tu peux nous parler un petit peu des tests que tu as pu Oui, faire. effectivement, en fait, j'ai aussi donc une équipe média et donc pour le coup cette équipe, on a essayé de mettre en place un use case qui pour le coup a fort bien fonctionné. On s'est dit finalement on utilise TinyClues beaucoup pour le CRM, mais développons-le sur le média. Et donc en fait on a fait un use case avec Benjamin, le manager SIA, pour tout simplement avec Google Customer Match. Donc en fait nous on bosse avec LiveRamp, donc on a onboardé finalement nos segments TinyClues dans LiveRamp, hein, et puis ensuite via Google Customer Match, hein, on a poussé finalement les audiences en text ads, hein. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, finalement, entre les audiences first, hein, les audiences third, et puis celles qui sont issues de TinyClues que vous voyez en bleu, et aussi les lookalikes issus de TinyClues, on voit bien que finalement les performances des segments TinyClues sont bien plus élevées que les autres segments. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que finalement, en fait, c'est un segment sur lequel on investit entre guillemets uniquement 7% du budget et qui nous génère 22% de revenus. Donc voilà, donc pour nous, c'est très intéressant. Et puis pour conclure, effectivement, vous le voyez sur le petit graphe de droite, hein, en termes de extra conversion, voilà, on est à plus 28%. Donc voilà, donc c'est un use case qu'on avait mis en place sur la fin du premier semestre de l'année dernière. Et puis en fait, on l'a complètement généralisé sur le second semestre. Et là, on est en train de l'automatiser parce que voilà, on le fait de manière encore un peu one shot à chaque lancement de nouveaux devices. Mais voilà, il nous manque l'automatisation. C'est encore un peu artisanal, mais voilà, ça développe très bien. Très intéressant. Et du coup, l'augmentation vraiment exponentielle, hein, du nombre de campagnes, de tests, Ouais. j'imagine qu'il a fallu muscler la donnée, trouver des nouveaux types de campagnes. Oui, alors effectivement, pour que l'algorithme performe, je n'apprends rien à personne, il faut aussi qu'on ait de la data de qualité en amont. Donc, on a fait un gros boulot justement avec Bertrand qui gère toute l'équipe data. Donc, on a retravaillé finalement notre hiérarchie produit, nos gammes, nos sous-gammes, nos catégories, pour qu'elles soient plus fines. On a travaillé aussi tout ce qui était gamme de prix. On a travaillé d'ailleurs là-dessus avec les différentes directions marketing pour bien correspondre finalement avec le métier. On a travaillé aussi des spécificités produits parce que ça évolue sans arrêt puisque on est à un marché qui est vraiment drivé par l'innovation.
Donc, du coup, on a travaillé tout ce qui était couleur, taille d'écran, capacité de produit, etc. On s'est mis à lancer aussi pas mal de bundles, hein, pas mal de lots. Donc, ça, pareil, dans le Datamart, on a intégré ces éléments. Et puis, enfin, on a commencé à développer des segments de plus en plus comportementaux liés à des passion points. Donc, voilà, ça aussi, donc tous ces aspects-là, en fait, hein, ont travaillé notre qualité de data et ça nous a permis donc d'avoir des bonnes performances avec l'algo TinyClues, mais aussi derrière, du coup, de sortir des nouveaux use cases. Donc, typiquement, quand on a lancé le S20 FE l'année dernière, il y avait des nouvelles couleurs et donc on a cherché les segments qui étaient appétents certes au S20 FE, mais également à des couleurs exclusives. Sur les télés, on était intéressé pour cibler plus premium, donc on a regardé les télés achetées à plus de 2200 euros. Sur les The Frame, qui est aussi notre télé lifestyle, on voulait les appétants aux écrans larges. Et donc, on a réussi à chaque fois à combiner comme ça différents critères. Et TinyClues s'est avéré plutôt performant. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que on a toujours une phase de précommande quand on lance un nouveau device, notamment nouveau Galaxy S, Z, voilà, ou A. Et pour le coup, pendant cette phase de précommande, on a testé TinyClues pour voir s'il arrivait à trouver des jumeaux de nos précommandeurs, parce que nos précommandeurs, ils ont une forte valeur. Ce sont des gens qui sont très appétents à l'innovation et qui, en général, sont multipossesseurs Samsung. Donc, ça avait un intérêt à ce qu'on teste là-dessus. Et pour le coup, ça a très bien fonctionné également. Voilà, donc finalement, tout ce travail de data quality a été très performant pour sortir des nouveaux use cases qui ont fonctionné. On arrive à la fin Ouais. de nos questions-réponses. Donc, comment est-ce que tu souhaiterais conclure tout ça? Juste un petit mot pour dire que, alors, comme ça s'est avéré pertinent pour Samsung France et que ces use cases ont pas mal circulé, in fine, l'Europe a décidé d'adopter TinyClues pour d'autres filiales. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous de ce point de vue-là. Voilà, et puis aussi pour nous, parce qu'on peut échanger avec nos petits camarades et puis leur partager nos use cases. Et le deuxième point, peut-être que je pourrais partager, c'est que voilà, pour nous, la rétention, c'est un enjeu prioritaire sur 2022. Et pour le coup, forcément, l'algo TinyClues nous est assez utile pour travailler cette rétention et faire en sorte de upseller, cross-seller, en tout cas de garder nos clients. Voilà. Parfait, comme conclusion. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, rebonjour. On va enchaîner, Laetitia, si tu veux bien, sur les quelques questions qui ont été posées par les personnes qui ont écouté du coup cette présentation. Oui. La première question qui nous a été posée, c'est comment est-ce que vous gérez la pression commerciale? Dans une des slides, tu mentionnais le fait qu'aujourd'hui, 70% des campagnes étaient faites avec TinyClues et que du coup, les 30% restants étaient faites autrement. Comment est-ce que la pression commerciale est-elle gérée? Est-ce qu'elle est gérée au global sur TinyClues? Alors, la pression commerciale, elle est gérée au global, bien sûr, hein, avec des règles assez simples qu'on définit. En gros, on essaye, enfin, et c'est à peu près la moyenne à laquelle on arrive, on essaye de ne pas dépasser 2 emails par semaine. Hein. Voilà, c'est vraiment, puis de toute façon, vous l'avez peut-être vu effectivement dans les histogrammes que j'ai montrés, mais on essaye en tout cas de ne pas dépasser ça. On était sur 8% des personnes qui reçoivent plus de 2 emails par semaine, enfin 2 emails et demi si on fait le petit calcul, mais bref, bon, en gros, on va se dire 3 emails. Donc c'est une toute petite portion et en général, voilà, notre règle, c'est de ne pas dépasser le 2 par semaine. Ok. Et c'est une règle qui était en place aussi avant de commencer à utiliser TinyClues?
Oui, oui, j'ai envie de te dire oui et non. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on surveillait pas suffisamment au début. Et effectivement, ça fait partie des KPI qu'on a mis en place. Donc, comme c'est un paramétrage qui existe dans l'outil TinyClues, c'est un paramétrage qu'on utilise. Ok, super, merci. Une autre question qui a été posée que je trouve très intéressante, parce que je pense qu'elle va intéresser pas mal de monde, c'est de savoir quand tu as commencé quand le projet TinyClues a émergé et quand tu as pris la décision du coup, de tester une première fois, est-ce que tu avais envisagé d'autres types de solutions? Est-ce qu'il y avait d'autres projets qui étaient en concurrence un peu sur cette problématique? Et comment le choix du coup de TinyClues s'est finalement fait? Et qu'est-ce qui a peut-être pesé dans la balance? Oui, alors TinyClues, bon, moi je vous connaissais entre guillemets, voilà, de réputation. C'est vrai que quand je suis arrivée chez Samsung, au début, je pense comme tout le monde, quand il prend un poste, voilà, j'avais à cœur voilà, de trouver des use cases pour rapidement démontrer certains succès. Et du coup, au début, c'est vrai que j'ai travaillé en fait avec des data scientists, hein. Je me suis rapprochée des directions marketing de Samsung et en fonction des besoins du directeur marketing smartphone, directeur marketing télé, etc., on avait monté des use cases dédiés. Par exemple, il y avait une problématique sur les télés qui était effectivement de déstocker toutes les télés, on va dire milieu de gamme, hein. Donc, on avait cherché à monter un score sur les appétants à cela, et on l'avait fait à l'époque avec des data scientists. Maintenant, en simultané, j'avais ce use case aussi avec TinyClues, et l'idée, c'était un peu de mettre, bon, je caricature, mais l'homme et la machine, voilà, l'un en face de l'autre, hein, et puis de regarder ce qui performait le mieux. Bon, voilà, force a été de constater, bon, ça va dans votre sens, c'est tant mieux, mais force a été de constater que effectivement, ça fonctionnait mieux et que c'était plus agile voilà, de passer par TinyClues. Mais encore une fois, bon, voilà, rien n'était couru d'avance puisque, comme je le disais en info, on était le premier non-retailer à se lancer avec vous. Et encore une fois, c'était aussi un pari par rapport à la non-exhaustivité de la data. Ouais, ok. Super, bah merci beaucoup. La dernière question que j'ai, c'est une question qui est relative à comment est-ce que tu as mesuré les gains de performance. Je pense que tu l'as présenté un peu à un moment au début. Si tu peux revenir un tout petit peu dessus, peut-être si tu as des éléments pour compléter. La question exactement, c'est comment vous avez mesuré ces gains de performance. Par exemple, est-ce que vous avez aussi pris en compte le nombre de personnes qui n'ont pas... Est-ce que vous auriez, par exemple, le nombre de personnes que vous n'auriez pas contactées si vous n'aviez pas utilisé TinyClose? Alors, non, alors je peux peut-être essayer de le remettre à l'écran, mais en fait, on a tout simplement, comme vous le voyez sur cette slide-là, on est allé regarder ce que dégageaient les extra TinyClues, hein. Donc, à un moment donné, les extra TinyClues, pour nous, c'est une audience que nous n'aurions pas ciblée si nous n'avions pas eu recours à l'outil, parce que d'un point de vue segmentation interne, encore une fois, on était passé à côté, ou en tout cas, on ne les aurait pas mis dans nos ciblages. Donc, comment je l'ai calculé, cet incrément? C'est ni plus ni moins que, vous voyez là une petite formule, je l'ai calculé, enfin, pas l'incrément, mais en tout cas la renta de l'outil, je l'ai calculé tout simplement parce qu'on a regardé la volumétrie finalement des extra TinyClues, donc de ces conversions que nous a amené TinyClues en sus de ce que nous avions fait. J'ai multiplié tout simplement par un prix moyen du panier sur le e-shop, hein, ce qui nous donne un chiffre d'affaires moyen qui est pour le coup issu uniquement des ciblages TinyClues. Et voilà. Et au vu de ce que vous me coûtez, je suis allée regarder la rentabilité. Voilà. C'est la bonne manière de faire. Super, bah, merci beaucoup Laetitia. Je pense que ça répond très clairement à la question qui était de savoir comment on prend bien du coup en compte uniquement les gens que vous n'auriez pas contactés si vous n'aviez pas utilisé TinyClose du coup, pour Ok. qui est du coup l'extra, le segment nouveau. On a fait le tour des questions. Je vais me connecter une dernière fois voir s'il y en a une en live. Ensuite, on passe sur le temps plutôt de networking qu'on a organisé du coup. Alors, est-ce qu'on peut juste avancer sur les slides
Laetitia, si Oui, je peux pardon, t'emprunter la télécommande. excusez-moi. On va passer du coup plutôt sur le temps de networking qu'on a essayé. Alors, c'est tout à fait dans l'autre sens. On va essayer de passer du coup sur le temps de networking que l'on a organisé en ligne. Vous allez dû recevoir dans le chat un petit lien pour vous connecter à un autre Zoom. Je vous invite du coup à vous connecter sur ce Zoom-là et on va vous répartir du coup en petits groupes afin que vous puissiez échanger du coup entre pairs avec les différentes personnes qui ont participé à ces webinaires en ligne. Et en conclusion, avant de vous quitter, du coup, je vous invite aussi à regarder ici ou à suivre sur LinkedIn Tiny Clues ou en vous abonnant à la newsletter Tiny Clues l'agenda pour être tenu informé aussi de la prochaine édition du CRM Meet and Sing qui du coup aura lieu mi-février, je l'espère en présentiel et on l'espère tous, je pense. Je vous laisse vous connecter sur le prochain Zoom et pour pouvoir enchaîner en discutant avec les autres personnes présentes et faire connaissance avec de nouvelles personnes que vous ne connaissez peut-être pas dans le monde du CRM, sachant qu'on sait que c'est un petit monde et que vous retrouverez aussi peut-être des gens que vous connaissez très bien. Et ça sera l'occasion de leur souhaiter une bonne année et de discuter avec eux. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup Laetitia, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Merci. Et je remercie aussi grandement mon équipe CRM et mon équipe data, enfin en particulier Bertrand et Marie et leurs équipes. J'en profite.